Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet vraiment au cœur de la stratégie énergétique française, le grand retour du nucléaire. On a mis la main sur un article qui décortique de A à Z le plan de construction de 6 nouveaux réacteurs, les fameux EPR2, et il y a un chiffre qui saute aux yeux tout de suite. Un chiffre colossal, près de 73 milliards d'euros. Alors, qu'est-ce que ça représente vraiment ce montant? C'est une facture finale, gravée dans le marbre. Et comment ce projet s'inscrit dans le paysage énergétique de demain? C'est ce qu'on va essayer de creuser. Oui, bonjour. C'est vraiment un moment charnière. Et cet article, il ne se contente pas d'un jeter un chiffre. Il nous offre une véritable feuille de route, financière, industrielle, avec plein de détails. Notre mission aujourd'hui, c'est un peu ça. On va décortiquer ce montant, comprendre ce qu'il y a derrière, le mettre en perspective et puis surtout saisir la stratégie d'EDF pour, cette fois, maîtriser les coûts et les délais. Et on verra qu'il reste quand même quelques obstacles. D'accord. Alors, commençons par ça, ce chiffre 72,8 milliards d'euros. Ça a de quoi donner le vertige. La première réaction, c'est de se dire, bon, voilà, c'est le devis final. Mais l'article est beaucoup plus nuancé que ça, hein. Tout à fait. Et c'est peut-être l'info la plus importante. Il faut surtout pas voir ça comme une cible à l'atteindre. C'est une enveloppe maximale, un plafond. Un plafond à ne pas dépasser. C'est ça. L'article précise bien que c'est une estimation en euros 2020 et avant même les audits finaux. Et ce qui est fascinant, c'est ce qu'il y a dedans. Il y a les coûts de construction directs, ce qu'on appelle les coûts overnight, mais il y a surtout, et ça c'est la nouveauté, d'énormes provisions pour les risques. Les risques, c'est-à-dire? Les risques industriels, techniques, organisationnels, enfin bref, tout ce qui peut mal tourner sur un chantier de cette taille, quoi. Ah, d'accord. C'est donc un changement de philosophie. On ne donne plus un objectif super optimiste, mais plutôt un budget qui intègre un matelas de sécurité dès le départ. D'ailleurs, l'article le dit, c'est ce matelas qui explique une bonne partie de l'augmentation, 5,4 milliards par rapport à une ancienne estimation de la Cour des comptes. Mais ce n'est pas présenté comme un dérapage, plutôt comme un signe de maturité. C'est exactement la revendication de DLF. L'approche se veut plus réaliste, plus prudente, pour éviter les mauvaises surprises qu'on a pu connaître. L'idée, c'est de dire, voilà le pire scénario financier et on va tout faire pour rester bien en dessous. C'est une manière d'intégrer les leçons du passé, où les aléas, ils n'étaient pas assez provisionnés. Et ça menait à des surcoûts qui étaient perçus comme des échecs. Là, on anticipe. D'accord, c'est plus transparent en quelque sorte. Mais bon, même avec toute cette prudence, 73 milliards, ça reste une somme astronomique pour le commun des mortels. C'est abstrait. Je crois que l'article nous aide à y voir plus clair en comparant ça à d'autres investissements, non? Absolument. Et là, la mise en perspective, elle est saisissante. L'article compare le programme PR2 à un autre chantier, beaucoup moins visible, mais tout aussi vital, la modernisation de nos réseaux électriques d'ici 2040. Ah oui. Et là, les chiffres sont vertigineux. On parle de près de 200 milliards d'euros. Au total, c'est décomposé en gros en 100 milliards pour RTE, Le transport, les lignes à haute tension. c'est ça, et 96 milliards pour Enedis, la distribution jusqu'à chez nous. Attendez, ça veut dire que construire 6 réacteurs nucléaires, ça coûte moins de la moitié de la mise à niveau des câbles sur lesquels ils vont se brancher? C'est assez contre-intuitif comme idée. Pourquoi ce réseau a besoin d'un tel investissement? C'est un point fondamental que l'article met en lumière. Ce n'est pas juste pour le nucléaire. Le réseau, il doit être renforcé pour accueillir toutes les nouvelles sources d'électricité décarbonée, y compris l'éolien, le solaire, qui sont intermittents, dispersés géographiquement. Et les nouveaux usages, j'imagine. Exactement. Les millions de voitures électriques à recharger, les pompes à chaleur. En clair, le coût des EPR2, c'est qu'une partie de l'équation. L'investissement dans le réseau, lui, il est inévitable, avec ou sans ces réacteurs. Et si on raisonne pas en coût total, mais en dépenses annuelles? L'article propose ça aussi. Oui, et c'est tout aussi éclairant. Le programme de construction va s'étaler sur une vingtaine d'années. Si on lisse les 72,8 milliards, ça fait à peu près 3,74 milliards d'euros par an. D'accord. Et l'article met ce chiffre en face de notre facture annuelle d'importation d'énergie fossile, pétrole et gaz. Et cette facture, selon les cours, elle oscille entre 50 et 110 milliards d'euros chaque année. Ah oui, quand même. Ce que l'article suggère, en filigrane, c'est que l'investissement dans le nucléaire, même s'il est énorme, il est à comparer au coût de notre dépendance. On comprend la logique. Le projet est positionné comme un investissement pour la souveraineté, la stabilité des prix face à la volatilité de ces importations.
D'accord. Mais revenons à l'objectif d'EDF. Ne pas atteindre ce fameux plafond de 73 milliards. Comment il compte s'y prendre concrètement? Alors, la stratégie telle que l'article la décrit, elle repose sur deux leviers principaux. Le premier est assez direct. C'est de ne pas avoir à utiliser tout le matelas de sécurité, toutes ces provisions pour risque. Logique, si le chantier se passe mieux que prévu, on dépense moins. C'est ça. Mais le second levier, c'est vraiment le cœur du réacteur industriel, si j'ose dire. C'est ce que l'article appelle les effets de série. L'effet de série, c'est l'idée classique de la production en chaîne, quoi. Plus on fait la même chose, plus on devient efficace et moins ça coûte cher. Précisément. Mais à une échelle monumentale. En construisant 6 réacteurs identiques sur 3 sites, par paire, on crée une courbe d'apprentissage. Les équipes gagnent en expérience, les gestes sont répétés, la logistique est fluidifiée. Les relations avec les sous-traitants aussi, j'imagine. Tout est optimisé. L'objectif qu'ils affichent est hyper ambitieux. L'article mentionne une réduction du coût unitaire de 30% entre le premier réacteur, celui de Penly, et le tout dernier de la série. 30%, c'est une promesse très forte, surtout quand on pense au retard et au surcoût qu'on a connus par le passé. Est-ce que l'article donne des raisons de croire que cette fois c'est réaliste? C'est la question à 73 milliards. L'article insiste sur un point. Il n'y a pas de révolution technologique dans l'EPR2. C'est une version optimisée de l'EPR, pensée pour être plus simple à construire. Donc le gain vient pas d'une technologie miracle. Non, il vient de l'organisation. L'article donne un exemple très concret qui montre que le travail a déjà commencé. Sur le papier, juste en optimisant la planification des phases du chantier, EDF annonce avoir déjà réduit le délai de construction cible de 96 mois à 70 mois. Quoi? Plus de 2 ans de gagné avant même le premier coup de pioche? Exactement. C'est énorme. Et c'est qu'un début. Le document dit qu'ils espèrent encore gagner 32 mois de plus entre le premier et le dernier réacteur grâce à cet apprentissage. On sent bien la volonté de passer d'une logique de prototype, où chaque chantier est une nouvelle aventure, à une approche quasi industrielle. C'est tout l'enjeu, maîtriser ce qu'ils appellent dans leur jargon le tuyage des séquences de construction. Le tuyage. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement sur un chantier? Alors, imaginez que vous construisez une maison. Le tuilage, c'est s'assurer que l'équipe qui pose les fenêtres arrive pile au bon moment. Quand les murs sont prêts. Voilà. Et qu'elle ne se retrouve pas à attendre parce que le plombier est en train de finir son travail et bloque l'accès. Appliquer à un réacteur, c'est une chorégraphie industrielle d'une complexité folle. Il s'agit de mener des centaines de tâches en parallèle sans qu'elles se gênent. Un mauvais tuilage, c'est une équipe qui attend, du matériel qui arrive trop tôt et qui encombre, ou trop tard et qui paralyse tout le monde. Et ça, c'est une source majeure de retard et de surcoût. La clé, c'est d'optimiser ça grâce au retour d'expérience. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Cette méthode de travail, elle sort pas de nulle part. L'article souligne qu'EDF ne travaille pas en vase clos, ils sont allés s'inspirer à l'étranger. Oui, et c'est un autre signe de ce changement de culture. D'une certaine humilité, en fait. On n'est plus dans une approche purement franco-française. L'article mentionne deux sources de collaboration. D'abord, la Chine. Des équipes d'ingénieurs français ont été envoyées là-bas en immersion sur des chantiers nucléaires en cours, Pour observer. pour observer et apprendre des méthodes qui ont fait leurs preuves en termes d'efficacité, de rapidité. Il s'agit d'importer des savoir-faire en gestion de chantier, quoi. Et au-delà de la Chine, il y a un autre partenariat très important qui est mentionné. Oui, l'échange le plus intense, il se fait avec le Royaume-Uni, via les chantiers des EPR d'Hinkley Point C et de Sizewell C. C'est un retour d'expérience en temps réel. L'article est très précis. Plus de 500 travailleurs et ingénieurs français sont déjà là-bas. Ils ne font pas que construire, ils se forment en même temps. C'est exactement ça. Ils essuient les plâtres, ils identifient les difficultés de construction de ce modèle précis avant même qu'on commence en France. Et ça va dans les deux sens, hein. Des ingénieurs britanniques, qui sont très pointus sur le génie civil et l'orga de chantier complexe, viennent en appui en France pour préparer les sites. On importe donc les meilleures pratiques pour éviter de refaire les mêmes erreurs, en tire les leçons, pas seulement des nôtres, mais aussi de celles des autres. C'est très pragmatique. Avec toute cette préparation, quel est le calendrier? Le calendrier est posé, avec des jalons clairs que l'article énumère. La décision finale d'investissement par EDF, elle est attendue pour fin 2026. Si le feu vert est donné, le moment symbolique du premier béton nucléaire, c'est prévu à Penly, en Normandie, en mars 2029. Et la première production d'électricité, elle arrive quand? La mise en service du tout premier réacteur est planifiée pour 2038. Et une fois que cette tête de série est lancée, le rythme de croisière devrait être atteint. On parle d'un nouveau réacteur mis en service tous les 12 à 18 mois, sur les sites de Gravelines puis du Bugey.
Et pour lancer tout ça, il faut déjà de l'argent. Oui, une première enveloppe de 2,7 milliards d'euros a déjà été validée. C'est pour financer les études détaillées et les travaux préparatoires en 2026. La machine est lancée. Mais tout n'est pas encore joué. Le document mentionne un ultime obstacle. Et pas des moindres. Il n'est pas technique, celui-là. Il est politique et réglementaire. Exactement. Le dernier gros obstacle, il est à Bruxelles. Pour pouvoir lancer un projet de cette taille, la France doit obtenir le feu vert de la Commission européenne sur son mécanisme de financement. Ah oui. L'État ne peut pas simplement signer un chèque à EDF. Ce serait vu comme une aide d'État illégale qui fausserait la concurrence sur le marché européen de l'énergie. Et pourquoi c'est si compliqué? C'est quel type de soutien? Le montage est complexe, parce qu'il doit rassurer les investisseurs sur des décennies. L'article détaille les 3 piliers. 1. Un prêt à taux bonifié par l'État, qui couvrirait environ 60% des coûts. 2. Un contrat pour différence sur 40 ans, qui garantirait à EDF un prix de vente stable. Et 3. Un mécanisme de partage des risques de surcoût entre l'État et EDF. Tout ça doit être validé par la Direction générale de la concurrence à Bruxelles. Ce qui peut prendre des années. C'est le risque. Mais l'article mentionne une petite astuce employée par Paris pour accélérer les choses. Le montage qu'il propose s'inspire très largement d'un schéma qui a déjà été validé par la Commission. Pour un autre projet? Oui, pour un projet de réacteur en République tchèque, sur le site de Dukovany. L'idée, c'est de présenter un dossier qui coche déjà la plupart des cases, en utilisant un précédent. C'est une manœuvre pour limiter les délais. Mais soyons clairs, sans cet accord de Bruxelles, attendu pour fin 2026, rien ne peut démarrer. C'est la dernière pièce du puzzle. D'accord. Donc si on résume, on a un plan industriel et financier qui se veut hyper détaillé, un budget qui est en fait un plafond avec une grosse marge de sécurité, une stratégie claire pour rester sous ce plafond basée sur l'effet de série et l'apprentissage à l'international, et pour finir, un calendrier précis, mais qui est suspendu à une décision politique à Bruxelles. C'est la synthèse parfaite. Cette analyse, elle montre que le projet, c'est avant tout une immense opération de gestion des risques. Risque industriel d'abord, tenir les délais, les coûts. Risque financier ensuite, sécuriser l'investissement. Et enfin, le risque politique et réglementaire avec cette validation européenne qui est le sésame. La réussite de tout le programme dépend de la capacité à maîtriser ces 3 dimensions en même temps. C'est un pari industriel et politique absolument majeur. En effet. Et d'ailleurs, l'article insiste beaucoup sur cet effet de série, cette courbe d'apprentissage pour réduire les coûts sur ces 6 premiers réacteurs. Ça soulève une question intéressante pour la suite. Une question que l'article pose pas directement, mais qui est là, en filigrane. Si l'objectif final, c'est bien la décarbonation à grande échelle et la souveraineté, est-ce qu'un programme de 6 réacteurs, c'est vraiment suffisant pour maximiser ses gains? Ou bien, est-ce que ce programme n'est que le préambule, le tour de chauffe, d'un cycle de construction beaucoup plus vaste, qui n'est pas encore officiellement sur la table? C'est une pensée fascinante. En d'autres termes, pour que l'effet de série soit vraiment rentable, il faudrait peut-être pas s'arrêter à 6. Ce grand plan ne serait alors que la première saison d'une série beaucoup plus longue. Une perspective qui change complètement l'échelle de ce dont on parle. C'est une excellente question pour conclure.